L'accord de Copenhague a estimé les besoins de financement pour la transition des pays en développement, des seuls pays en développement, vers une économie sans carbone, à environ 100 milliards de dollars par an. Un rapport du Haut Conseil consultatif des Nations Unies sur le financement de la politique climatique, publié en novembre dernier, fait l'hypothèse que le mélange de ressources publiques et privées pourrait provenir pour 50% des revenus des marchés du carbone et pour le reste des taxes et contributions budgétaires, des contributions des banques multilatérales et des leviers publics privés. Le système de cap and trade n'est pas suffisant, mais il est absolument nécessaire. En ce qui concerne le bilan sociétal, je voudrais tout d'abord dire que la négociation climatique a vu la mobilisation et l'apparition, l'implication et je dirais le leadership, la prise de leadership des pays émergents et des pays en développement. On l'a vu notamment au cours de la conférence de Cancun. Je voudrais saluer au passage le rôle éminent qui a été joué par des femmes dans cette négociation. Cristina Figueres, secrétaire exécutive de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, et Patricia Espinosa, la ministre mexicaine des Affaires étrangères. Certes, les mécanismes de projet ont surtout bénéficié aujourd'hui aux grands pays émergents, la Chine, dans une moindre mesure l'Inde, le Brésil, le Mexique, et l'Afrique et la Méditerranée sont restés à l'écart, avec actuellement moins de 5% des transferts. Mais il en va ainsi de toute politique. Il faut des structures politiques et administratives stables, efficaces, et de l'expérience, de la capacité à s'emparer de ces mécanismes pour qu'ils soient efficaces. Il est nécessaire aussi de réduire les coûts élevés de l'accès à ces mécanismes. Mes recommandations dans ce domaine sont de créer des outils adaptés aux pays les moins avancés, à l'ensemble de l'Afrique et à la zone Méditerranée, de simplifier les règles de validation et de vérification des projets, de permettre l'agrégation des projets, on parle d'approche programmatique, et d'inclure l'agriculture et la forêt dans les politiques climatiques. Je voudrais noter qu'à l'échelle nationale, ce sont les pays les plus dynamiques, et notamment les plus dynamiques sur le plan industriel, qui se sont engagés et qui s'engagent encore dans ces politiques climatiques. C'est le cas de la Chine, c'est le cas en Europe aussi de l'Allemagne, qui a réalisé le plus grand effort de réduction d'émissions. Tout ceci pour dire que, avec ces deux exemples, que la contrainte carbone ne semble pas être un facteur de désindustrialisation en lui-même. Enfin, à l'échelle locale, les exemples de projets dans lesquels CDC Climat investit me fait constater que tous les types d'innovations contribuent à la croissance verte. Les technologies de rupture, bien sûr, mais aussi les innovations continues, comme c'est le cas dans le solaire. Et enfin, et je voudrais insister sur ce point, les innovations low-tech, les innovations à faible coût, finalement. C'est surtout le cas dans le domaine de l'efficacité énergétique et du traitement des déchets. Nous allons financer, par exemple, des programmes de fours économes en bois en Afrique et le déploiement de filtres à eau sans chauffage. Le tout exclusivement avec le prix du carbone évité. Ou encore la substitution de combustibles fossiles par des produits agricoles locaux pour produire de la chaleur et de l'énergie. Le financement carbone de ces low-tech n'est pas réservé aux pays en développement. Nous les avons mis en œuvre dans plusieurs filières de l'agriculture en France, depuis la transformation des aliments pour bétail jusqu'au séchage du bois de Syrie. Je recommande donc qu'aucune technologie ne soit écartée, en particulier pour accroître l'efficacité énergétique, source très importante de réduction des émissions de carbone. Ces évolutions, notamment dans les pays en développement, ces innovations, font évoluer les économies et transforment les communautés locales en allégeant les tâches féminines et celles des enfants. Elles ont des effets induits sur la santé et sur l'éducation. Les pays en développement ont, avec les financements apportés par les projets carbone, la possibilité d'accéder directement à un mode de développement vert, également porteur de progrès sociaux, sans passer par l'étape industrielle gaspilleuse de ressources qu'ont connue les pays dits les plus avancés. Pour conclure, ici, à l'UNESCO, je ne peux résister à l'envie d'évoquer un artiste, car nous avons besoin de tout le monde pour réussir la lutte contre le changement climatique, le Nigérian El Anatsui,
dont le Centre Pompidou vient d'accrocher à l'entrée de la collection d'art du XXe siècle une œuvre que je trouve pour ma part prodigieuse, qui s'appelle Le Manteau, et qui est l'emblème de l'ouverture de sa collection permanente. Cette œuvre somptueuse évoque, avec cette puissance d'évocation qui appartient aux seuls artistes, le meilleur de l'échange et de la création. Elle est constituée de produits recyclés importés en Afrique. Sa composition fait aussi référence à Klimt, à un peintre de l'époque où Vienne était le moteur de la création artistique mondiale. Elle est à la fois pleine d'humour, de beauté, de sobriété et de luxe. Il en va de même pour la contribution de la politique climatique internationale à la croissance verte. En créant des échanges vertueux, elle permettra un développement durable des économies. Nous avons, avec des décisions à venir, à Bruxelles, à Durban et à Rio, la possibilité de les maintenir et de les amplifier. Merci pour votre attention.